de Madame Lautry, puis après il y aura une discussion. Alors d'abord je voudrais vous rappeler ce qu'on appelle dans tous ces états, parce que ça peut prêter à confusion. D'abord ça veut dire sous tous ces angles, parce que la famille c'est quand même un phénomène complexe, qui est l'objet d'un tas de disciplines, et même si elle allait très bien, donc on peut l'examiner sous différents angles. Mais en français, quand on dit que quelqu'un est dans tous ces états, ça veut dire qu'il est très perturbé. Et la crise de la famille est aujourd'hui mondiale. Elle revêt des formes tout à fait inédites. Il y a toujours eu des problèmes donc, liés à la famille, mais dans le monde actuel, on atteint des choses qui sont un petit peu inédites. Alors, ce thème a nourri pas mal de réflexions. Il y a eu quelques années un ouvrage donc, de Corinne Eliatchev, La famille dans tous ses états. Comme le titre était accrocheur, ça a été souvent repris. Alors vous voyez, il y a un autre livre, une sorte de bande dessinée. Il y a aussi des affiches, des expositions sur ce thème, des conférences, vous voyez, les entretiens d'Auxerre, hein, la famille dans tous ses états, et un numéro spécial donc, du magazine L'Histoire. Donc voilà, c'est un thème qui revient sans cesse. Pourquoi ? Parce que selon tous les sondages, en fait, la famille, c'est la valeur numéro 1 en France, même si donc le taux de divorce est très élevé de nos jours, les familles sont fragilisées, la définition même de la famille est remise en cause, hein, comme vous le savez. Alors pour traiter ce thème, ce soir, nous avons une personne qui a un profil particulier. Madame Lautry est trilingue, elle parle allemand, l'Allemagne c'est son pays d'origine, elle parle français et anglais. Elle a longtemps vécu dans d'autres cultures, puisque pendant plus de 20 ans, elle était en Afrique. Elle connaît bien, en fait, la culture africaine, surtout dans l'Afrique centrale. Peut-être qu'elle aura l'occasion d'en parler, d'autant plus que nous avons des personnes en direct d'Afrique, ou originaires d'Afrique. Et elle a animé pendant plusieurs années une association locale, Famille et Valeurs Orsay-les-Ulysses. Là, aujourd'hui, elle anime le Forum Famille et Société de la Fédération pour la paix universelle. Donc, Madame Lautry, vous allez nous faire une présentation pendant environ 20-25 minutes. Et ensuite, il y aura des questions-réponses. Si vous nous suivez par Zoom, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Et puis, éventuellement, on vous donnera aussi la parole. Et puis, il y aura aussi des questions-réponses en présentiel. Voilà, on laisse tout de suite la parole à Madame Lautry. Merci. Avoir une patate chaude dans sa main, on le passe aux autres. Donc, disons, le sujet de la famille, c'est comme une patate chaude car difficilement à cerner. Pourquoi ? Parce que le thème de la famille touche à presque toutes les disciplines. La psychologie, la philosophie, l'éthique, la sociologie, la politique, la biologie, la santé, l'économie, l'écologie, l'éducation, la démographie, etc., etc. Aussi, la famille se trouve à la croisée du domaine de la biologie, c'est-à-dire le genre, c'est-à-dire les lois naturelles, et du domaine de la philosophie, de la religion, de la morale, de l'éthique, des lois spirituelles, et à la croisée de l'espace privé et de l'espace public. Une autre donnée importante qui croise le domaine de la nature et de la psychologie est le fait que nous, les êtres humains, naissons en tant que bébés dans un certain espace-temps, des parents, dans une famille que nous n'avons pas choisie. Nous développons et nous grandissons spirituellement et physique et on dépend de nos parents et de notre famille grandement pour cela. Ici aussi, nous pouvons parler du domaine de l'éducation, des questions du partenariat de l'éducation familiale et scolaire se posent. Encore une croisée entre l'espace privé et l'espace public.
Ça, on a déjà vu. Voilà. Un bébé. Alors, dites-moi, qui parmi vous a, avant sa naissance, pu déterminer la date de sa naissance ou le lieu de sa naissance? Lèvez vos mains. Je crois qu'il n'y a personne. Qui parmi vous, avant sa naissance, a pu choisir de naître comme homme, masculin, ou comme femme, féminin? Non plus. Et puis, nous sommes nés pas tout vierges. Il n'y a pas de tabula rasa. Souvent, on pense à un bébé, un nouveau-né, c'est tout innocent et n'a rien de bien et de mal. Mais en fait, on est né avec tout un bagage sur notre épaule. C'est-à-dire, nous avons un patrimoine génétique, des tendances à des maladies, à des genres de situations, notre taille, notre poids, nos organes dépendent de ceux de nos ancêtres. Mais aussi, et plus importante, je pense, ignorer par beaucoup de personnes sont les mérites et les dettes avec lesquelles nous sommes nés. Là aussi, j'ai mis le titre « Trois humains et trois divins ». C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on peut choisir, mais là, j'ai énuméré les choses qu'on ne peut pas. Bon, tout le monde n'est pas croyant, ne pense pas qu'on est créé par un créateur. Mais si je dis c'est la nature, c'est pas correct, parce que la nature aussi n'est pas là depuis tout le temps. Et puis, je dis Lazare ne peut pas produire des règles et des lois. Donc, enfin, je dis les trois divins. Mais je ne suis pas là pour vous prouver l'existence de Dieu ou le contraire. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve que la croyance en Dieu ou à son non-existence est une affaire personnelle, que chaque personne doit décider pour soi-même. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas la logique, ce n'est pas une science qui peut déterminer cela. Donc, nous avons des mérites et des dettes. Ça dépend de quelle famille ou de quelle ligne on vient. On a des mérites et des dettes personnelles ou ancestrales. Je ne sais pas si un de mes ancêtres a fait du mal à un de vos ancêtres ou vice-versa. Mais cela doit être corrigé. Un équilibre doit être établi. Il y a aussi les dettes collectives, comme les dettes de ma famille, les dettes de ma race, les dettes de ma nation. Tout à l'heure, on parlait de l'Holocauste. Comme je suis née en Allemagne, je dois vous dire que ma jeunesse a été imprégnée de la culpabilité de l'Allemagne envers les Juifs, le problème de l'Holocauste, et envers le reste du monde, parce qu'on a commencé 2 guerres mondiales. Et puis, j'ai passé beaucoup des années de ma jeunesse dans la peur de l'invasion russe, surtout la nuit. Les nuits, le moindre bruit m'a alerté et j'ai couru vers mes parents pour leur dire « Attention, le russe arrive ». Bien sûr, ce n'était non fondé, mais j'étais dans un tel état d'esprit. Donc, ces dettes ancestrales et collectives ont besoin d'être réglées. C'est pour cela, parfois, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas.
L'autre jour, j'ai rencontré un monsieur, un musulman, et il m'a dit, en fait, je suis musulmane, mais je ne crois pas en Dieu. Parce que s'il y a Dieu, il ne peut pas permettre la souffrance et le sacrifice de petits enfants, comme à Gaza maintenant et ailleurs dans les guerres, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Mais il faudra savoir qu'un équilibre. Il y a plusieurs années, un aîné, un Coréen de notre mouvement, m'a dit, tu vois, dans le monde éternel, dans le monde spirituel, il y a un super ordinateur qui fait la comptabilité entre le bien et le mal. C'est-à-dire, sur toi, quel est le poids des péchés collectifs ou ancestrales ou personnels et quels sont les mérites. Et quand tu traverses une épreuve, on débite ou on crédite ton compte. Donc, n'aie pas de ressentiment si des choses tragiques ou difficiles arrivent. Donc là, j'ai compris. Aussi, quand j'étais en Afrique, j'ai aussi compris beaucoup de choses sur les ancêtres. Vous savez que le culte des ancêtres est très connu là-bas et a été pratiqué avant la venue de missionnaires chrétiens ou musulmans. Mais ils ont une manière de comprendre le monde éternel et le monde terrestre que nous, ici en Europe, on a perdu. Donc, en fait, pour ne pas m'attarder là-dessus, mais réfléchissez-y. Si des choses tragiques vous arrivent, n'ayez pas de ressentiment ou réclamez à l'État la correction ou non. Il y a des choses qui arrivent pour une raison. Et notre attitude en premier envers ces événements fait à ce que la dette se multiplie ou se réduit. Donc, aussi, l'être humain, c'est-à-dire quand il est né, il a besoin d'être entouré pour survivre, pour se maintenir à vie. Et il a besoin de sa famille, de ses parents. Aussi, on a besoin pas seulement du soin physique, de la nourriture, être changé, que les parents changent nos couches, etc., qu'on soit protégé, mais aussi qu'on apprend les relations humaines. Donc, nous sommes des êtres en relation. Sans relation avec nos parents, nos frères et sœurs, les autres, on ne peut pas exister. Et puis, toutes les relations ont deux buts. Le but de soutenir l'individu, de maintenir son existence, de le nourrir, de se développer, et le but de l'ensemble. C'est-à-dire, ma famille n'existe pas seulement pour moi, mais j'existe aussi pour ma famille. Ma communauté n'est pas seulement là pour moi, mais je suis aussi là pour notre communauté. Pour qu'un enfant se forge son identité, il a besoin de sa famille. Nous, c'est-à-dire, il dit « je », mais en fait, il peut aussi dire « nous », parce qu'il est membre du groupe familial. Nous, on peut aussi dire, en tant que membre de ma communauté, ma culture, ma nationalité, ma religion, ma langue, ma race, mon époque, ma tranche d'âge, nous, les jeunes, nous, les vieux, on entend souvent. Donc, du point de vue du but, on pourra assimiler la sphère privée au but individuel et la sphère publique au but de l'ensemble.
mais pas seulement ça. Si on parle du développement humain, la pensée de notre fondateur, Dr. Moon et son épouse, Madame Moon, inclut un facteur innovant dans l'équation de la paix et du bonheur. Ces facteurs, c'est quoi? Yes. Nous, le jeune, c'est l'amour vrai, c'est-à-dire l'amour véritable, l'amour altruiste. Donc, nous passons notre amour, notre capacité d'aimer passe aussi par un cycle, par des étapes. Au début, nous sommes reconnaissants à nos parents et nous développons l'amour filial. Par la suite, avec nos frères et sœurs, il y a l'amour fraternel. Et puis, on devient adulte, on se marie, il y a l'amour conjugal. Et à la fin, c'est l'amour parental. Donc, nous parlons des 4 sphères du cœur. La sphère du cœur de l'enfant, la sphère du cœur des frères et sœurs, la sphère du cœur des époux et la sphère du cœur des parents. Il y a un développement dans la capacité d'interagir harmonieusement avec les autres depuis notre toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et puis jusqu'on devient parents nous-mêmes. Oups, ça, c'est trop vite. Donc, il y a 3 aspects de notre caractère qu'on doit développer au cours de notre vie. Donc, notre cœur, pour devenir un parent, il faut développer nos cœurs, apprendre à aimer, se donner, l'altruisme, et puis il faut être pour nos enfants un enseignant. Pourquoi il y a la nuit? Pourquoi le soleil se lève? Pourquoi je dois me coucher la nuit? Pourquoi je dois manger, etc., etc. Et pourquoi je dois être poli? Pourquoi je dois saluer les adultes et les visiteurs? Et aussi, un parent, c'est un dirigeant. Donc, il y a ces 3 aspects qu'un parent doit développer. Aimer, former, enseigner, et créer, contrôler et diriger son enfant et sa famille. Comme dans l'univers, il y a un ordre naturel dans... Ah, non, c'est trop vite, pourquoi? Ah oui, il y a un ordre naturel dans l'univers, c'est-à-dire il y a le soleil, il y a la Terre et il y a les planètes. Il y a un ordre individuel, chaque planète tourne autour de son propre axe, et il y a les planètes qui tournent autour du soleil, etc. L'être humain intègre l'univers, il est un microcosme de l'univers. Et la famille est comme un système microcosmique. La loi qui pénètre l'univers entier est la voie du ciel, ou la récente loi, la loi fondamentale de l'univers. Dans l'univers, il y a un ordre vertical et un ordre horizontal. Dans la famille également, il y a ces 2 types d'ordres. Les vertus éthiques verticaux sont-elles la bien... Pourquoi ça va trop vite ou j'appuie trop fort? Oui. Et puis, il y a les parents, les grands-parents, c'est l'ordre vertical. Suivant la ligne, il y a les frères et sœurs, les enfants, un ordre horizontal. Et je peux aimer mon frère ou ma sœur parce que mes parents les aiment. Et mon ordre individuel. Donc, les vertus éthiques verticales sont-elles
la bienveillance des grands-parents et des parents, la piété filiale des enfants, le devoir et le respect, la protection, etc. La sphère familiale. Vous voyez ici la sphère familiale, il y a des axes. Un axe vertical, selon la ligne, grands-parents, parents, enfants et petits-enfants. Un axe horizontal entre les époux et un axe de devant et derrière entre les frères et sœurs. Donc, dans la famille, il y a ces deux types d'ordres, comme dans l'univers. Vous pouvez lire, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais il faut aussi savoir que l'éthique de la vie sociale est comme une extension de l'éthique familiale. Les relations humaines dans la société ne sont qu'une extension des relations entre les membres d'une famille dans leur foyer. Dans une relation entre une personne d'un âge différent, des personnes où il y a un écart de 20 à 30 ans, c'est que la personne plus âgée considère la personne plus jeune comme son enfant. La personne plus âgée a ce cœur. Et la personne plus jeune considère la personne aînée comme un parent. Et après, quand ils sont plus jeunes, ils sont des frères et sœurs aînés. Donc ici, nous disons que l'éthique familiale est la base de toute éthique. Donc, dans une société où vous travaillez, il y a aussi une éthique. Dans un pays, le président et le gouvernement sont comme des parents. Et à l'école, les enseignants aussi, et les élèves comme des enfants. Qu'est-ce que je dis ici? Nous sommes des êtres en relation en ayant un but dual. Nous ne sommes pas seulement des citoyens de la France, mais nous avons aussi une responsabilité envers la France. Pas seulement de voter, mais nous devons aussi assurer le bien-être des autres Français et de notre communauté. La ville de Senlis, la ville d'Orsay, dépend de chaque personne qui y réside. Donc, je parlais tout à l'heure qu'on devra apprendre, passer par un processus pour apprendre à aimer et la vie d'altruisme. Nous sommes nés en tant qu'enfants, recevons l'amour de nos parents, retenons leur amour, aimons et respectons nos parents, puis la prochaine étape, c'est l'amour fraternel, puis l'amour conjugal et ensuite l'amour de parents. Tout cela prend 2 ou 3 décennies pour traverser ce processus. C'est-à-dire quand on devient âgé, en ce moment, on comprend les différentes étapes de sa vie. La capacité d'aimer n'est pas innée, elle s'acquiert. Donc, elle a trait à la culture, elle passe par l'éducation du cœur. Donc, c'est pour cela que nous disons souvent que la famille est l'école de l'amour. Parce que c'est là, dans la famille, on apprend à aimer, à respecter, à suivre, à soutenir, à protéger, etc. À vivre pour l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la suite? Donc, il y a une sphère familiale, vous avez déjà vu ça, et la société est comme une extension de la famille.
Donc l'amour fraternel est souvent entre collègues, voisins, entre cultures et nationalités, la réconciliation, la tolérance, la fidélité entre époux. Et on se dit aussi, je me dis aussi, la manière fondamentale pour revitaliser notre société est d'établir une éthique sur la base de l'éthique familiale. Quelles sont les valeurs premières des Français? À la télévision, on nous dit c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est ça. Depuis la révolution industrielle, le problème constant a toujours été celui de la gérance du travail. Le communisme avait essayé de résoudre cela, mais il n'a pas réussi. Donc, parce que l'éthique du travail doit aussi se baser sur l'éthique familiale. Et là, ici, nous voyons que la famille croise plusieurs sphères. La sphère privée, la sphère communautaire, la sphère publique, et il y a une sphère partagée. C'est pour cela que la famille est comme une patate chaude. Donc, je voudrais ici parler encore d'un dernier thème, c'est l'éducation. Nous parlons dans la FPU et dans notre forum de 3 types d'éducation. Premièrement, c'est l'éducation du cœur, c'est-à-dire l'éducation de la personnalité, de la capacité d'aimer, devenir une personne qui aime les autres et les choses de la manière que Dieu pourrait les aimer. Et c'est surtout le cœur d'espoir, le cœur de chagrin, le cœur de souffrance. Et ça, c'est l'éducation du cœur. C'est dans la famille qu'on acquiert cela. Et par la suite, c'est l'éducation de normes pour parfaire une famille. Les parents ont besoin du temps pour s'occuper des enfants, pour gérer leur comportement, leurs attitudes, répondre à leurs questions. Souvent, les parents n'ont pas assez de temps pour s'occuper de leurs enfants. Les parents sont trop engagés dans leur travail. Ils rentrent tard, souvent. Et quand les enfants rentrent de l'école, il n'y a pas d'adulte à la maison. Et pour les accueillir, pour leur faire le dîner, pour prendre la douche, pour faire les devoirs s'il y en a, pour parler de la journée, s'ils ont été harcelés ou pas, les enfants ont besoin de parler et de poser leurs questions. Et puis souvent aussi, à notre époque, les grands-parents sont absents. Premièrement, parce que père et mère travaillent, ils ne peuvent pas s'occuper des grands-parents, ou les grands-parents sont garés dans un EHPAD, parce que, et puis aussi, pour louer un simple appartement, il faut 2 salaires, souvent. Donc, il y a des choses, il y a des réformes dans la société à faire concernant les heures de travail, à mon avis, parce que les parents passent du temps au boulot, puis dans le transport, et ils viennent souvent en retard. Combien de fois nous avons rencontré de jeunes enfants ou de préadolescents dehors, dans la cour, en train de jouer, affamés, et parce que la maman n'est pas encore rentrée, le papa
non plus, où le papa est tellement fatigué qu'il regarde la télé, il n'a pas le nerf de s'occuper de ses enfants, etc. Donc, si j'étais politicienne, mais je ne le suis pas, mais j'allais plaider pour une réforme des heures de travail, parce que si la famille est vraiment si importante, on devrait faire en sorte qu'au moins un adulte soit à la maison quand les enfants reviennent de l'école. Et puis aussi, si on voit le week-end, souvent le week-end, les parents sont très occupés à préparer la semaine qui vient, à faire des courses, à faire du ménage, etc. Et les vacances, les parents sont déjà épuisés avant de partir où que ce soit. Donc, c'est vraiment compliqué pour beaucoup de parents, surtout les jeunes. Donc, il y a une troisième forme de l'éducation, c'est l'éducation de l'intellect, de la connaissance, la maîtrise, la créativité, la capacité de faire un plan, de l'exécuter, etc., une bonne condition physique. Ici, à mon avis, c'est la place de l'éducation scolaire ou nationale, mais pas dans l'éducation du cœur, ni dans l'éducation des valeurs. Donc, je trouve que beaucoup de fois, on entend, par exemple, quand il y avait les émeutes l'année passée, le gouvernement a tout de suite responsabilisé les parents qui ne peuvent pas contrôler leurs enfants, leurs adolescents qui sortent la nuit pour piller le magasin. Donc, moi, je trouve que souvent, l'éducation naturelle, l'éducation nationale sous-mine l'autorité parentale. Par exemple, par la pilule de lendemain ou par le changement de genre. Tu n'as pas besoin de parler à tes parents. Nous, on va t'aider. Mais en fin de compte, ce que les enfants ont besoin, c'est que les parents le comprennent et les accompagnent. Donc, je m'arrête ici. Vous avez certainement des choses à dire et des expériences vous-même. Et je vous mets l'adresse e-mail de notre forum si vraiment vous avez des choses à dire ou des questions à poser ou des suggestions. C'est ici qu'il faut s'adresser. Je vous remercie. Merci. Alors, c'est la première partie de notre programme. Merci à Madame Lautry. Donc, vous avez posé un portrait de famille. Vous avez d'abord montré les déterminismes, ce qui se joue avant notre naissance et à la naissance, et après montrer le développement de notre vie, la liberté qui nous est donnée et le bon usage qu'on doit en faire. Vous avez abordé des thèmes d'actualité, mais aussi pris du recul, montré vraiment donc les choses sous un angle plus universel. Alors, il nous reste du temps maintenant pour des questions-réponses de la salle et aussi par visioconférence. Pour l'instant, nous n'avons reçu qu'une question par Zoom. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions à poser, des remarques à faire? Non? Ça va peut-être venir. Alors, Madame Lautry, il y a une question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la psychogénéalogie. La psychogénéalogie. Oui. Ah, alors. Explique-moi. Je ne sais pas exactement. Tu sais ce que c'est Moi, je pense que c'est... Michel. Personnellement, l'arbre généalogique, c'est tous nos ascendants. Moi, j'ai retrouvé un arbre généalogique qui traînait dans le grenier de mon frère avec plein de photos.
Et à l'époque, ma grand-mère me disait toujours oui, nous descendons de la noblesse, regarde les médailles, parce que du côté de ma grand-mère, il y avait des officiers, etc. Bon, moi, je croyais rien du tout, j'avais 16 ans, je m'en foutais. Et puis un jour, je revois et je tombe vraiment sur cet arbre généalogique qui datait de 1730. Et effectivement, du côté de mon père, on descendait d'une famille de la noblesse. Madame Espiau de la Maesse, de Duquesne, machin. Et puis en fait, je me suis aperçue, mais en allant beaucoup plus, comment dirais-je, maintenant, dans les 1900, 2000, oui, dans nos temps actuels, qu'en fait, on reproduit très souvent, et on le voit dans la généalogie, des choses que nos propres ancêtres ont fait et qui peuvent être catastrophiques. Hein. Voilà, donc c'est ça, moi je me sens que c'est ça la psychogénéalogie, et c'est très intéressant d'étudier ça. J'aurais plein d'exemples perso, mais je ne vais pas vous parler de ma vie parce que vous allez pleurer. Alors maintenant qu'on a précisé ce que c'est, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet, l'influence des ancêtres? Qui moi Ah oui, je pense que de nos jours, on n'est pas assez conscient de la présence de nos ancêtres. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y aura une vie après la mort et que nos ancêtres nous accompagnent. Mais en effet, il faudrait qu'on se pose ces questions et qu'on fait des recherches là-dessus. Nos ancêtres sont vivants. Et nous aussi, un jour, on va partir pour l'autre monde et on va essayer de soutenir nos descendants pour qu'ils nous aident à diminuer notre débit, c'est-à-dire notre dette des ancêtres. Je pense que quand j'étais en Afrique, le culte des ancêtres était quelque chose de très, très important que je ne connaissais pas auparavant. Mais là, j'ai commencé à comprendre que quand on honore et respecte les ancêtres, on s'honore et on se respecte soi-même et nos descendants. Merci. Alors, Agnès Curcio qui avait posé la question précise. La psychogénéalogie est une méthode psychanalytique qui consiste à rechercher dans le vécu de nos ancêtres les sources de nos troubles psychologiques, comportements étranges, maladies actuelles. Cette méthode est pratiquée par des psychothérapeutes spécialisés et se sert des bases de la recherche généalogique. Le principe de la psychogénéalogie est de découvrir chez leurs ancêtres des événements qui pourraient avoir un certain écho avec les problèmes, troubles rencontrés par les personnes. Alors, dans la Fédération pour la paix universelle, nous avons une de nos ambassadrices de paix, Madame Eugénie Dossa, qui est béninoise, qui s'est spécialisée dans ce domaine. Elle a même écrit un livre à l'Harmattan, mais elle n'est pas avec nous par Zoom. Y a-t-il d'autres questions ? Ou des commentaires. Alors, une question de Brigitte Wada. Justement, après ce qui s'est passé, les émeutes qui se sont passées il n'y a pas longtemps, le gouvernement, ou disons des journalistes se penchaient sur la question, ne faut-il pas, à l'école, enseigner sur l'empathie ou aider nos enfants à devenir plus empathiques. Et justement, ils se proposaient la question. Et donc là, en écoutant justement Madame Lottery, combien c'est important que les enfants apprennent dans la famille elle-même justement ce cœur empathique. Et justement, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on ne met pas suffisamment en avant la famille. On en parle très peu finalement au niveau du gouvernement, je trouve. Est-ce que... Voilà, je voulais juste voir avec Madame Lottery ce qu'elle en pense de ça. Oui,
le thème de la famille, c'est une patate chaude. Parce que, à la fois, le gouvernement veut contrôler la famille, mais veut aussi donner des responsabilités à la famille. Mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que pour nous, surtout ici en France, il y a le gouvernement central, mais le gouvernement intermédiaire, c'était le niveau intermédiaire du département, de la ville, du quartier, etc., sont peu respectés et demandés. Ce que j'ai vu en Afrique, par exemple, quand un enfant s'égare ou commet une erreur, c'est tous les adultes du village qui ont le droit de le corriger. Mais ici, non. Vous ne touchez pas à mon enfant, n'est-ce pas? Mais en réalité, ces enfants sont nos enfants à nous tous. Et on devrait les aimer et leur servir et les éduquer comme nos enfants. Ça, c'est... Et puis, je pense que nous devrions, si possible, avoir une force populaire des familles qui plaide pour le bien-être de la famille, pour plus de temps pour les parents et les enfants, et aussi une aide psychologique, comment être un bon parent, comment être un bon enfant, etc. Autrefois, quand on croise un adulte dans la rue, en étant jeune, on devrait saluer l'adulte. Aujourd'hui, non. C'est moi qui salue le jeune immigré assis devant mon immeuble, mais il n'y a pas beaucoup qui répondent. Donc, il y a des choses à faire dans ce sens. Mais le gouvernement ne peut pas décréter ces choses. Ça doit venir de la base, de nous, des familles. Merci. Alors, il y a maintenant... Vous pouvez rester là. Alors, il y a deux questions donc sur le titre même. Alors, elles se recoupent. Jenny Lampert, donc, qui est en province, en Charente, elle demande... Alors, le titre de la conférence est « La famille dans tous ses états ». Actuellement, le concept de la composition de la famille est mis en question. Selon les principes dont vous avez... Est-ce que les principes dont vous parlez sont applicables dans toutes les configurations des familles avec le même résultat? Et donc, Madame Curcio pose aussi une question dans le même sens. C'est sa voisine, elle habite en Charente-Maritime. Que penser de l'évolution même de la notion de famille en France en particulier? C'est deux questions qui se recoupent. Premièrement, je pense que l'axe central de la famille, ou le fondement, la base de la famille, sont le père et la mère. Si dans le couple, il y a désengagement, il n'y a pas l'unité, cela met toute la famille en problème. C'est-à-dire le problème de divorce, le problème de l'infidélité conjugale est un véritable problème. Ce n'est pas une liberté. Et, parce que les conséquences ne sont pas seulement sur moi en tant qu'individu qui peut jouir de ma liberté. Non, parce que si un des parents est infidèle, il y a un deuxième papa ou une deuxième maman, il y a un problème pour les enfants, pour leur éducation, pour leur vie. Merci. Alors, vous avez fait allusion à la culture africaine. Nous avons avec nous, en direct de Bruxelles, le pasteur Dossé, qui est méthodiste. Pasteur, vous êtes là? Vous nous entendez? Vous pouvez brancher votre micro. Pasteur Dossé. Ah, dommage. Bon, ce que le pasteur Dossé soulignait, c'est qu'effectivement, en Afrique, l'enfant, alors il dit dans plusieurs cultures africaines, l'enfant appartient et est éduqué par la société. Donc,
il confirme. Peut-être qu'il va se manifester. Alors, il y avait une autre question. Il faudrait qu'on remonte un peu le chat, là. Alors, moi aussi, je voudrais... Ah oui, oui, bonjour. Alors, vous avez un autre monsieur, donc Kofi. Oui, est-ce que vous voulez confirmer, monsieur? Oui. Vous avez la parole. Oui. En Afrique, c'est quand l'enfant est encore dans le ventre de son père, de sa mère, pardon, que ça fait l'affaire de la famille. Une fois que cet enfant vient au monde, alors c'est l'affaire de toute la famille, de tout le village. Vous voyez, le quartier, le village. Alors, des fois, même, vous cherchez votre bébé, vous allez ici, on vous dit que non, tel est venu le chercher, tel me l'a pris, etc. Mais de toutes les façons, on vous le ramène le soir. Vous voyez? Et puis, pour l'éducation, c'est tout le monde qui intervient. Comme la dame l'a su bien dire, quand l'enfant commet une bêtise au village, c'est toute personne, oui, toute grande personne qui peut le corriger. Vous ne le laissez pas parce que c'est l'enfant de X, non. L'enfant appartient déjà à la société. L'éducation incombe maintenant la société. Vous voyez? Donc, c'est tout le monde qui s'y imprègne, en fait, qui s'y met. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, il y avait toujours une question, donc je pense, pensez-vous que les ancêtres jouent un rôle dans l'éducation des enfants? Comment purger nos dettes karmiques ancestrales pour que nos enfants soient épargnés de leurs effets négatifs? Oh là là. Je pense que ça commence d'abord par l'attitude de ce qui nous arrive et ce qui arrive dans la société. Si, par exemple, vous regardez la télévision, les informations, vos enfants sont à côté, et puis vous commencez à vous acharner sur un tel et tel politicien, un tel et tel journaliste, l'enfant capte tout. Les enfants captent et ils emmagasinent et ils répètent par la suite. Donc, il faut faire très attention à cela, à notre attitude en tant que parents et adultes. Par exemple, quand vous êtes un adulte et vous avez des jeunes et vous parlez de choses que je dirais pas convenables, par exemple comme l'inceste ou comme le vol armé ou comme le drogue, etc. Les enfants, les jeunes, enregistrent tout. Il faut faire très attention à cela. Et puis, les ancêtres sont aussi là, comme je dis tout à l'heure, et ils veulent nous encourager à avoir la bonne attitude et faire de bons gestes, même envers les personnes qui nous ont fait du tort, c'est-à-dire la vie altruiste, la vie pour le bien des autres. Dans une société seulement centre sur l'individu, trop individualiste, les ancêtres ne peuvent pas faire grand-chose non plus. J'essaye à nouveau d'avoir le pasteur Dossé. Son témoignage serait quand même intéressant. Il est pasteur méthodiste à Bruxelles et il enseigne la philosophie ainsi que son épouse. Pasteur Dossé, vous êtes avec nous là? Non. Donc il confirme, il dit l'école ne peut pas éduquer les enfants. Madame Lautry avait très bien donné plusieurs raisons qui font que les parents démissionnent. On peut peut-être revenir sur ces raisons. Les parents travaillent tard, etc. Est-ce qu'il y a d'autres raisons en fait pour... Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, peut-être les parents n'ont pas son centre sur eux-mêmes, sur leur réussite professionnelle. Parce que même aujourd'hui, si vous êtes jeune parent, vous ne pouvez pas avoir un logement sans 2 salaires. Et vous devez faire très attention à votre position dans votre société, etc. Et vos enfants aussi. Donc,
c'est dur. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, Michel a une question. Je voudrais parler de l'éducation nationale. En fait, moi, en tant qu'éducatrice, j'ai travaillé aux Ulysses pendant longtemps, donc j'ai acquis pas mal d'expérience. Déjà, je voulais dire qu'on ne naît pas psychologue ni pédagogue quand on est une femme ou un homme. On a des enfants. Après, je pense qu'on a du bon sens et de l'amour pour eux, donc ça peut réussir des familles. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, l'éducation nationale, à l'époque, moi je suis arrivée en 70, donc l'école, on avait encore à cette époque-là, les enfants, le respect des professeurs. C'était important, un professeur, on ne discutait pas avec lui, il y avait des bons professeurs, il y avait des professeurs qui étaient un peu moins bons, et les parents et les professeurs marchaient la main dans la main. Quand il y avait un problème, le professeur appelait les parents et les parents venaient. À cette époque-là, je pense que les femmes, il y avait plus de femmes qui étaient à la maison pour recevoir leurs enfants. Moi, personnellement, ils venaient à midi, etc. etc. Et puis, bon, ça a beaucoup changé. J'ai vu se dégrader petit à petit, petit à petit. Moi, je vais vous raconter un fait au niveau justement des professeurs des écoles. J'ai travaillé, j'étais dans l'association Lire et Faire Lire. Donc j'avais le privilège de prendre, on me disait, prenez 4 enfants, même comme j'en avais 50 à l'époque, c'est pour moi, j'en prenais 6, je les mettais autour d'une table et on lisait ensemble. Bon, chacun avec sa méthode. Moi, je faisais en sorte à ce qu'il y ait une table ronde pour que les enfants puissent s'aider les uns sur les autres. Dis-lui, souffle-lui. Et puis il y avait un petit garçon ils avaient 6 ans, qui d'habitude lisait très bien, mais était super, je ne sais pas ce qu'il avait. Je lui ai dit, mais écoute Rémi, calme-toi, tu vois, tu vas venir lire. Il ne voulait pas, il se met debout comme ça, devant les autres, il dit, moi de toute façon, mon papa il frappe ma maman. Et puis il dit, oui, parce que moi mon papa il me dit que je peux regarder la télévision le soir très tard. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu regardes? Il m'a dit des policiers, des meurtres et puis du sexe. Bon, moi, j'étais restée un peu figée comme ça. Je lui ai dit, je n'ai pas voulu commenter. Je lui ai dit, et puis il me dit, de toute façon, mon papa, il a cassé le bras de ma maman. C'est quand même grave. Évidemment, moi, j'ai dit au petit de venir parce qu'il lisait très bien. Il a continué à lire et je lui ai dit, je l'ai félicité, etc. Ils sont partis. Je suis partie voir le maître qui était à l'école et je lui ai expliqué. Il m'a dit, ah, mais je comprends pourquoi il est si agité. Voyez. Et en plus, ce que j'avais constaté, puisque c'était les CP, je voyais les maîtresses avaient 30 gamins, 30 petits. La moitié sautait partout, hein, des moustiques, et l'autre moitié n'arrivait pas. Comment voulez-vous que les instituteurs ne soient pas désespérés? À l'époque, je me souviens, les maîtresses faisaient des fêtes pour la fin de l'année, des costumes. Ça ne se fait plus. Elles ont trop de boulot, elles sont trop fatiguées. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on peut faire pour ça, mais c'est un témoignage et moi, ça me navre, littéralement, quoi. Merci beaucoup. Ici, il y a une dame qui se demande comment remettre un peu d'ordre. Alors voilà comment elle formule sa question. Hein. Pourquoi aujourd'hui, tant de parents, au lieu de donner des ordres et des directions claires et simples à leurs enfants, cherchent à expliquer pendant des heures le pourquoi du comment? Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon... Oh, ça se peut parce que toute notre culture aujourd'hui, il faut se justifier. C'est-à-dire, et puis un ordre direct, personne n'aime les ordres directs, donc les enfants non plus. Donc si on n'a pas commencé avec l'enfant très très tôt, avec cela, plus tard, c'est difficile à rattraper. Cela dit, on encourage, enfin moi j'ai souvent entendu, on dit que les parents doivent avoir pas forcément de longues conversations avec les enfants, mais des échanges de qualité. Alors ça serait quoi une conversation de qualité, entre parents et enfants notamment? À mon avis, ce sera d'abord l'écoute. Que le parent essaye de comprendre de quoi l'enfant veut parler. Peut-être l'enfant a un problème d'être harcelé par un garçon par un autre, ou par des autres.
Et il commence par parler de l'habillement. Tu vois, les autres, ils sont telle et telle marque de jeans, telle et telle marque de souliers. Hein. Et puis, mais ils ne viennent pas au vrai sujet. Il faut que les parents prennent du temps pour écouter d'abord. Et puis, oui, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Ça revient au thème de l'empathie dont parlait tout à l'heure Brigitte. Hein. Donc une écoute de qualité. Alors Michel Marmier te complimente, super mamie. Ah, merci. Voilà, c'est Michel Marmier qui décerne une médaille à Anna Lottry. Alors il nous reste exactement 4 minutes pour terminer notre programme, parce qu'on ne va pas abuser. En 1 heure, c'est déjà pas mal. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Non. Voilà. Eh bien, alors, c'était notre premier programme, donc le Forum Famille et Société de la FPU. Et nous en aurons d'autres cette année. On va faire ce programme tous les 2 mois. Nous voulons avoir cet ancrage local. Tout à l'heure, il a été question des émeutes. Eh bien, effectivement, aux Ulysses, nous avons vécu ça de près. Nous avons vu des véhicules incendiés au centre-ville. Il y a eu des réactions intéressantes. Notamment, moi, j'ai participé à une réunion sur la place du marché. Les citoyens se sont mobilisés spontanément. Donc les forces de police étaient là, mais en fait, ce sont des aînés qui sont venus dire aux jeunes, le 2e jour, de se tenir tranquilles. Ça, c'est une réaction intéressante. Donc dans chaque banlieue, il y a eu des réactions différentes. Mais nous avons vécu de près aux Ulysses. Nous sommes concernés par ces questions. Et je pense que une intervention qui viendra, c'est justement sur les problèmes liés à l'immigration, les familles multiculturelles aussi. On aura l'occasion d'aborder ces sujets qui sont assez brûlants pour nous dans notre commune, quoi. Nous tenons à avoir cet ancrage local. Donc nous espérons que la prochaine fois, nous aurons beaucoup plus de lycéens et de personnes d'Orsay pour ce programme. Merci pour ceux qui nous ont suivis par Zoom aussi. Merci à Victor pour la technique. Oui, voilà, merci beaucoup. Victor qui représente donc le début de la vie. Jeune, voilà. Donc merci beaucoup, il est presque 20h. Merci à Anna Lottry pour cette préparation, très gros travail. On peut vraiment applaudir, vraiment très belle présentation. Hein. Voilà, bon courage, bonne fin de soirée à tous. Hein. Merci. Mais est-ce que vous pensez... Je vais vous poser une question. Vous pensez que si beaucoup de familles se réunissent, on pourra avoir une influence sur la politique, même sur l'éducation nationale ou locale? Dans ce cas-là, il faudrait qu'on unisse C'est une bonne question. Moi, je serais pour, mais dans un autre cadre. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre une salle, demander à la mairie, prendre une salle à Maison pour tous, faire un petit papillon. Là. On pourrait parler inviter les familles à venir dialoguer. Inviter les familles pour pouvoir dialoguer par rapport justement à ce problème qui est cette non-compréhension entre les parents et les enfants. Moi, je voudrais simplement dire une chose aussi. J'étais au restaurant chinois. Je suis restée estomaquée parce que je pense que c'était une famille recomposée. C'est-à-dire il y avait le père et son fils. Le père devait avoir 40 ans, le fils en avait 10. Pendant tout le repas, hein. L'un et l'autre n'ont pas du tout communiqué. Ils étaient chacun sur leur téléphone portable. Ah, oui. J'ai failli aller le voir, mais j'ai pas osé. Je me suis dit, bon, je vais pas m'ériger en juge, parce que je l'aurais frappé, le père, tu vois. Mais c'était fou. Alors, vous voyez, c'est pour ça, il faudrait peut-être... Ça serait intéressant, une discussion, mais il faut la préparer. Ça peut être aussi autour d'un film, après-vert, vous voyez, voir... Autour d'un... Peut-être après-vert, par rapport à un film sur l'éducation, je ne sais quoi, et avoir un débat. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Disons qu'il faut beaucoup plus de dialogue et remettre en valeur peut-être le rôle des parents
et leur donner confiance aussi, parce qu'aujourd'hui aussi, il fait que les parents n'osent plus porter une voix trop forte. Et je dis pas donner une petite claque, ok, mais pratiquement aujourd'hui, ça devient très compliqué. Même pour les parents, ils sont un petit peu voilà, démunis en réalité. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est la Merci. fin de notre conférence. Merci Anna. Hein, ouais. Oui, merci. Et désolée pour mon français. Non, il est parfait. Nous n'avons rien remarqué. Le cheval, il s'appelle. Tu as remarqué qu'il fait aussi le français de la mère. Ah, D, 3. Tu l'as pas 3 et 3. Ah oui, j'ai mal prononcé. Désolé, il y a problème. Mais, Ah, tu penses qu'il y a un, mais deux, marquez trois. déjà. 1, 2, 3, Allez, 3 trois. et parfois 3. Genre 3. Oui. Non, mieux que moi. Tu as pas raison, problème. tu as raison. Je dois améliorer. Je vis en France. Non, mais Non, c'est ton premier discours de l'année était bon.